Bonjour tout le monde. Alors je propose au dernier entrant de s'asseoir dans cette magnifique salle. Alors pour la minute Covid, donc vous avez des fauteuils qui normalement sont destinés à 2 personnes. Et là, ce qu'on vous propose, c'est de vous asseoir un par fauteuil pour éviter tout risque de contamination. De garder votre masque. Et puis, c'est tout. Hein. Là, ça devrait le faire hein, dans ces conditions-là. Et tout va bien se passer. Voilà. Donc, bienvenue à toutes et à tous. On est très heureux de vous recevoir à la condition publique et on vous remercie d'avoir bravé ce contexte particulier qui est assez compliqué pour tout le monde, pour organiser un événement, ouvrir un lieu culturel, débattre entre nous. On a décidé de maintenir l'événement malgré tout, et donc je tenais à vous remercier d'être présent. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer la matinée qui va nous emmener jusqu'à l'heure du midi. Donc on va regarder l'adjoint Akimura, le conseiller délégué à la métropole européenne de Lille qui devait venir ce matin pour ouvrir l'événement mais qui n'a pas pu se déplacer, donc il nous a enregistré une petite vidéo de 2 minutes très courte. Et ensuite on reviendra ici, je vous présenterai les intervenants qui ont bravé le monde extérieur pour venir dans cette salle et on pourra commencer la table ronde dans laquelle vous avez une place dans ce fauteuil vide, donc vous avez le droit de vous lever et de venir intervenir pendant le débat, mais on vous en dira plus tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous virtuellement, mais même si je le suis énormément par la pensée. Je serai avec vous évidemment ce soir pour le débat avec mon collègue Guillaume Delbar. D'abord remercier la compagnie des tiers-lieux et la condition publique qui organise l'événement, cet événement national, qui est un événement important puisque nous considérons, nous, dans la métropole, que les tiers-lieux ont un rôle fondamental dans le fonctionnement aujourd'hui de nos collectivités, de nos territoires, dans sa relation entre le privé, le public et les citoyens, et de faire en sorte, au fond, d'être un moteur de l'innovation, dans des termes d'innovation sociale et de cohésion territoriale. Donc c'est un plaisir de vous accueillir dans la métropole et évidemment remercier le Conseil national des tiers-lieux et France Tiers-lieux qui nous font l'honneur d'avoir choisi le territoire. Le débat d'aujourd'hui, qui continuera demain, a un objectif, c'est de poser la place des tiers-lieux dans les projets culturels et artistiques de nos mairies, dans un territoire comme la métropole, mais plus largement au niveau national. Je pense que c'est très important. La métropole a toujours considéré que les tiers-lieux était un facteur de convergence entre le public, le privé et la population, de faire en sorte d'hybrider l'action publique avec les usagers eux-mêmes. C'est la co-construction que vous avez découvert dans le cadre de Capitale mondiale du design que la métropole a mené, et de faire en sorte qu'au fond, l'usager et la collectivité soient connectés de manière la plus étroite possible, puisque ce qui nous anime les uns et les autres, dans l'action publique qui est la nôtre, c'est l'intérêt général. Et les tiers-lieux sont un accélérateur d'intérêt général et qui fait résonance avec le besoin d'une population qui aujourd'hui a envie de construire ensemble des politiques publiques avec les politiques. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc c'est pour ça qu'on est ravis, je suis ravi, au nom de Damien Castelin, le président de la métropole, de voir cette action tiers-lieux se développer sur le territoire et de vous voir arriver pour aller plus loin demain, avec l'aide évidemment de mes collègues élus métropolitains, maires, et de faire en sorte qu'au fond les tiers-lieux soient indispensables et inéluctables dans les projets qu'ils vont produire au niveau local. Ok, donc merci Hakim qui reviendra sur la table ronde de ce soir. Qui fera intervenir également Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des Territoires. Donc on va commencer cette table ronde. D'abord, juste dire un grand merci à toute l'équipe de la condition publique qui nous accueille et qui a bossé
pendant plusieurs semaines avec nous pour organiser cet événement. Un grand merci aux contributeurs de la Compagnie des Tiers-Lieux, donc qui est l'association dans laquelle tout le monde contribue et travaille de façon collaborative. Et donc, un merci à vous d'être là. Donc déjà, pour se réchauffer, je pense qu'on peut s'applaudir et se dire tous mutuellement bravo. Voilà. Alors, comment on va fonctionner pendant ce débat? Ensuite, je présenterai les intervenants. Donc, on va aborder 4 thèmes à peu près pendant une vingtaine de minutes chacun. Et vous avez la possibilité également d'intervenir. Donc, Muriel, si tu peux montrer l'adresse du pad, de poser des questions sur cette URL. Vous pouvez rentrer sur votre téléphone si vous souhaitez vous connecter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pad collaboratif. Vous n'avez qu'à écrire vos questions dessus. Donc, c'est des outils qui permettent d'écrire à plusieurs mains. Alors, c'est très pratique pour les comptes rendus de réunion, si je peux donner un petit conseil là-dessus. Et vous avez également, si ça vous démange, la possibilité de venir nous rejoindre ici, sur le fauteuil vide, et de participer dans le débat, de poser vos questions. Voilà, on laisse la possibilité de le faire. Alors, je sais que ce n'est pas évident de se lever et puis de prendre part à la table ronde, mais essayez de le faire. On sera ravis et on vous donnera la parole avec plaisir. Voilà. Je reviendrai sur l'adresse du pad tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. Voilà. Donc, si on peut revenir au slide précédent, je vais présenter nos intervenants. Donc, je vais commencer par Juliette. Alors, on a mis Pantin, je suis désolé, mais on va corriger ça tout de suite. Donc, Juliette, tu es la coordinatrice à main d'œuvre, mais tu es également dans une coopérative qui a été créée récemment, qui est la SIC main d'œuvre, la main 3.0, c'est ça? C'était un peu... Mais je me souviens quand même, c'était ça, donc tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Non, tu peux... Bon, ça s'appelle défleurer le sujet, là. Si tu peux revenir sur le... Voilà. Merci. Donc, Marie-Laure Cuvelier, déléguée, secrétaire générale de France Tiers-Lieux. Ensuite, Feda Wardak. Donc, toi, tu es architecte constructeur et chercheur. Et puis, tu as monté un lieu et tu as une expérience à nous raconter sur le Dunkerquois, sur le Cube. Et Jean-Christophe Levasseur, donc le directeur de la condition publique. Voilà. Donc quand on s'est dit comment commencer cette table ronde, on s'est dit que c'était important, puisque le thème c'est le choc des cultures, ou quelle culture avec un S dans nos tiers-lieux. C'était important de savoir d'où on parle. Moi, par exemple, j'adore dire que je suis breton, donc à chaque fois que j'ai l'occasion, je le dis, donc c'est fait. Et donc je parle de ma bretonitude, mais je parle aussi... j'ai été nourri de certaines références littéraires, d'œuvres que j'ai rencontrées. Et donc, j'avais envie de vous poser la question pour commencer. Alors Juliette, toi, quelle est ta culture professionnelle quand on parle de tiers-lieux? Est-ce que c'est plutôt la culture? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est autre chose? Et est-ce qu'il y a des moments, des œuvres ou des choses qui t'ont marqué, qui t'ont fait bifurquer un peu sur ce chemin des tiers-lieux dans ta vie professionnelle? Alors, effectivement, je crois que l'idée, c'était de parler d'un livre qui nous a inspirés. Moi, j'ai choisi de ne pas parler effectivement du passé, mais d'un livre du présent, un livre qui vient de sortir et qu'on a beaucoup partagé à plusieurs, qui s'appelle... pas celui-là, mais celui-là aussi, il était important, c'est celui-là. Parole de mer, rédacteur de la création urbaine, qui est un projet qu'a mené Michel Dufour, qui est une de mes grandes inspirations de ce secteur, puisqu'effectivement, nous, la culture professionnelle, c'est celle des lieux intermédiaires et indépendants, et pas forcément tiers-lieux, même si on fait des efforts d'adaptabilité. En tout cas, aujourd'hui, en tout cas, le livre qui nous a inspiré ces derniers temps, c'est d'avoir voulu faire parler un certain nombre de maires de la manière dont ils accompagnaient les fabriques de culture, qui est aussi un autre terme qu'on a beaucoup utilisé. Et je trouve que cet ouvrage collectif est assez fascinant et que voilà, c'est un ouvrage qui vient de sortir et qu'il faut absolument consulter. D'accord, donc c'est des paroles d'élus en fait.
Et c'est des paroles d'élus et d'acteurs. Il y a un peu de tout et il y a beaucoup de contributions, mais effectivement, elles sont recroisées avec des paroles d'élus. Et je trouve que chacun, même avec certaines faiblesses, montre en tout cas sa volonté d'essayer de comprendre la complexité de ce sujet. Ok. Alors, du coup, tout à l'heure, on est passé sur un visuel qui était une rencontre à Rennes. De quoi s'agit-il ? Alors, une très belle rencontre, justement, qui a reposé la question du commun dans nos lieux et qui, je pense, est un dénominateur, si ce n'est pour dire un commun de tous ces lieux. Donc, c'était le 3e forum national, dont il y a eu d'autres précédents, le premier et le 2e. Et il y a des actes qui sont sortis régulièrement que Jules Desgouttes, le coordinateur, a aujourd'hui disponibles, si vous voulez les consulter. En tout cas, super. C'est une coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants parce que Art Factories est un réseau national, en tout cas, des lieux intermédiaires et indépendants. Et après, il y a un certain nombre de coordinations régionales qui, à cette occasion, en tout cas, se sont rassemblées pour échanger sur les sujets d'actualité. Et je pense que ça fait partie des temps forts, en tout cas, de ces dernières années, où on arrive un peu à recentrer un certain nombre de problématiques qui sont assez diffuses dans le secteur et qui permettent de, en tout cas, marquer les étapes de ces réflexions diverses et variées. En tout cas, ça fait du bien de voir une photo avec des gens sans masque. Hein, et des événements peuvent être fondateurs, alors, du coup. C'est vraiment des moments où on va réfléchir sur des thématiques ou... C'est des temps forts professionnels, même s'ils peuvent être ouverts à beaucoup d'usagers de ces lieux. En tout cas, effectivement, il marque des étapes de l'histoire, donc qui a commencé depuis le début des années 80, mais qui, je pense, avec le temps, se structure, en tout cas en termes de coordination, et qui permettent d'acter à un certain moment des avancées notables. Voilà. Ok. Et c'était en Bretagne, hein. Je le note rapidement. Marie-Laure, est-ce que... Toi, tu m'as dit au départ, quand je t'ai posé cette question-là, tu ne savais pas trop quoi répondre, puis en fait, au final, tu avais beaucoup trop de références, donc qu'est-ce que tu as choisi ? Bonjour à tous, déjà. Moi, j'aime bien dans la démarche, effectivement, que chacun dise d'où il parle. C'est hyper important, surtout dans les tiers-lieux, qui sont un point de convergence évident pour tout le monde, mais où on n'est pas tous arrivés par le même chemin. Donc le mien, je ne sais pas d'où repartir pour faire bref, mais moi je suis fille de fonctionnaire, biberonnée à l'école publique et voilà, à toutes ces valeurs-là, éducation populaire, MJC, club de foot associatif. Et donc c'est là-dedans que je me suis construite, puis de manière très opposée, je suis allée dans la pub pour voir vraiment l'inverse de ça. Et donc ce qui me parle, et en tout cas ce que j'aimerais partager, sur ce qui, pour moi, incarne les tiers-lieux, c'est tout ce que raconte Bernard Stiegler, qui nous a quittés cet été. Tout son travail sur l'économie de la contribution, sur cette approche. Après, il y a aussi des références peut-être plus décalées. Je pense à Albert Dupontel, parce que j'ai vu un truc sur lui hier, et autant son cynisme et tout ça, je trouve, colle bien à l'époque. Et c'est quelqu'un qui a un regard hyper précieux aussi, et je trouve que les tiers-lieux, c'est un endroit où il faut qu'il y ait de la joie, de la création et qu'on ne se laisse pas abattre. Et notre présence ici aujourd'hui, c'est la meilleure preuve de ça. Et donc moi, les tiers-lieux, c'est vraiment l'entrée-travail pour le coup. Donc cette sociologie-là, ce rapport au travail, comment on ne le subit pas, comment quand on peut, on le choisit et comment surtout on y réfléchit tous ensemble. Voilà, donc Bernard Stiegler, tout ce qu'il a écrit sur le futur du travail. Et puis, je crois que c'est sa fille, qui s'appelle Barbara, qui a sorti ce petit bouquin jaune en tout début d'année, juste avant le confinement, qui s'appelle Du cap aux grèves, et qui dit que il faut pas baisser les bras, il faut continuer d'agir, et que tout ça s'incarne dans des lieux physiques. Donc, je pense que c'est un petit ouvrage indispensable par les temps qui courent et qui confirme le bonheur, moi, que j'ai d'être ici physiquement, quoi. Ça faisait 7 mois que j'étais pas sortie de mon Zoom, là. C'est ça, on est tous dézoomés, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, merci. Alors, je crois que pour les gens qui suivent en ligne, on peut remontrer le bouquin peut-être à la caméra qui est ici, de la fille de Bernard Stiegler, qui s'appelle, donc Sandra, c'est ça ? Barbara. Voilà, Barbara. Du cap aux grèves, ça s'appelle.
Et c'est son engagement dans le mouvement des Gilets jaunes, en fait, qu'elle raconte. Super. Ok, merci. Alors, Feda, toi, on me dit dans l'oreillette que ton PowerPoint a du mal à passer, donc je suis désolé pour les visuels, mais je te pose la même question. D'où nous parles-tu et est-ce qu'il y a des œuvres comme ça qui t'ont fait bifurquer? Bonjour à tous. Oui, il est là. Voilà. Mais je vais peut-être pas commencer tout de suite sur le PowerPoint, mais peut-être répondre à la question. Okay. Donc je vais aussi dire d'où je pars et d'où je parle. Moi, je suis de formation architecte et avec un groupe d'amis, collègues, on s'est assez vite rendu compte que la dimension critique dans l'architecture, elle existait très peu et surtout la recherche n'existe quasiment plus en architecture, au sens politique du terme. Et donc on a décidé de monter une structure qui était avant tout une structure de recherche en architecture, en géographie critique, en sciences politiques. Et du coup, je ne vais pas tellement parler d'une œuvre, mais plutôt une expérience. En fait, on monte une forme d'université alternative sur 2 ans où on fédère un réseau de chercheurs à travers le monde. Et le deuxième numéro sur lequel on a travaillé de 2016 à 2018 était sur les modèles de gestion d'eau. Et donc c'est l'eau qui m'a amené à la question du commun, moi. Et notamment, sans vraiment les opposer, mais en comparant par exemple un modèle de gestion d'eau qui est plutôt opaque dans nos métropoles occidentales, c'est-à-dire que du cours d'eau au robinet, l'eau s'écoule, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc toute cette technocratie, cette technique, etc., elle est très difficile à comprendre. Et à l'inverse, moi depuis 10 ans, je mène des recherches dans une zone tribale en Afghanistan, où les mécanismes de gestion d'eau sont révélés à la surface. Donc c'est des ouvrages d'art assez exceptionnels. Et dès lors que les mécanismes sont révélés, le système est compris par la société civile et la société civile s'implique. Donc ce qui m'a intéressé, c'est comment est-ce qu'une ressource est gérée collectivement pour la communauté et pas uniquement une communauté qui est consommatrice d'une ressource. Et donc, moi, j'ai la question des tiers-lieux. Déjà, le terme, je le convoque très rarement parce que on va en parler. J'ai traversé beaucoup d'expériences aussi bien en tant qu'acteur de gestion de lieux. Mais en fait, c'est plutôt ce qui m'intéresse dans la question du commun, c'est comment est-ce qu'on crée des espaces communs, pas forcément physiquement bâtis. Le non-geste architectural est parfois un geste architectural, c'est ça que... Et donc comment est-ce qu'on crée une communauté de projets, comment est-ce qu'on crée une communauté politique, comment est-ce qu'on s'organise parfois indépendamment de l'aide des pouvoirs publics. Et la structure qu'on a montée à Manywan, c'est essentiellement des enquêtes de terrain dans des lieux qui se développent indépendamment de l'aide des pouvoirs publics et du coup qui convoquent d'autres modèles de gestion politique. Et donc l'eau en ça est à la fois très poétique mais éminemment politique. Donc c'est peut-être ça qui m'a amené à la question du commun. Super. Donc poétique et politique, l'entrée commun. Et alors toi, Jean-Christophe, qu'est-ce qui... Donc bien sûr de la condition publique, mais qu'est-ce qui t'a fait bifurquer un peu sur ces chemins-là? Alors d'où je pars avant d'arriver à la condition publique, mais c'est très important sur le projet qu'on développe à la condition publique. En tout cas pour le projet que j'ai voulu porter, c'était de... En fait, j'ai eu un bout de ma vie en tant que dans le secteur du théâtre subventionné. Donc Théâtre National de Chaillot, Centre Dramatique National, voilà. Et après, j'ai bifurqué parce que j'ai découvert que ça m'intéressait sur la question des politiques publiques culturelles. Et quand j'étais... je suis devenu directeur de la culture à la métropole européenne de Lille et on nous demandait beaucoup de réfléchir aux liens qu'il pouvait y avoir entre une politique culturelle et les dynamiques d'urbanisme, la question de l'innovation du territoire, etc. En prospective. Et on arrivait souvent à la conclusion, avec mes homologues des autres directions, qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se faire, mais que notamment les acteurs, on ne pouvait pas leur imposer de coopérer et qu'il y avait un problème de temporalité. Ils ne travaillaient pas au même rythme, ils se croisaient du coup jamais. Et qu'il fallait donc des lieux, si on voulait favoriser des croisements, qu'il fallait des lieux qui permettent ce croisement. Donc c'est un peu ça qui a nourri, en tout cas dans mon parcours. Et quand je suis arrivé à la condition publique, en fait, l'ouvrage que j'ai proposé de citer en référence, parce qu'il est effectivement particulièrement intéressant, quand on veut transformer un établissement public culturel en l'infusant des marqueurs tiers-lieux. J'ai entendu ça l'autre fois, je trouvais ça super chic, alors du coup j'ai récupéré l'expression. Eh bien, c'est de se plonger dans une étude qui a été faite par Michel Lallemand, L'âge du fer, qui est le résultat d'une enquête qu'il a fait dans les hackerspaces à San Francisco.
Voilà. Et c'est hyper intéressant parce que c'est plein de portraits de lieux et de descriptions des dynamiques qui se passent à l'intérieur et de se dire comment ça peut venir percuter le modèle traditionnel du lieu culturel et le transformer en profondeur. Et j'ai aussi choisi ce livre parce que symboliquement, il y a quelque chose de très fort, c'est que quand je suis arrivé à la Condition publique, ce livre, en fait, c'est le régisseur Sylvain Laval, dit Bergast, qui m'a dit « Ah, tiens, lis-le ». Ceux qui connaissent Bergast remarqueront que je l'imite vachement bien. Et je pense que ça, c'est aussi un symbole de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que c'est une logique coopérative et aussi de contribution de l'ensemble de l'équipe et que cet élément de réflexion, il est amené par quelqu'un de l'équipe et que c'est pas un projet de direction où il n'y a qu'une bande d'exécutants derrière. Voilà, il y avait cette dimension symbolique aussi que je voulais souligner. Je veux juste, si je te permets de préciser, juste parce que moi, j'ai pas dit exactement d'où je parlais, et effectivement, ça compte un peu dans cette histoire de choc de culture. Donc, je suis directrice de main-d'œuvre à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, et directrice de la coopérative La Main 93.0, qui n'est pas si dur à prononcer et qui, pour moi, révèle beaucoup de choses sur le 9.3 qui peut contribuer à une transformation du monde. Et par ailleurs, au titre de main-d'œuvre, je participe à un certain nombre de réseaux et qui est effectivement pour moi un des sujets de comment est-ce qu'on coexiste avec chacun nos identités dans cette notion de tiers-lieu qu'on finit tous par adopter, mais qui effectivement nécessite une reconnaissance de l'existence sur les territoires et notamment l'existence des réseaux culturels. Et de lieux intermédiaires et indépendants. C'est-à-dire que, effectivement, pour moi, quand on veut structurer une filière, on s'adapte à ce qui est déjà existant. Et donc, en tout cas, moi, par ailleurs de main-d'œuvre, je suis coprésidente du réseau Actif, qui est le réseau des lieux intermédiaires d'Île-de-France. On est 14 coprésidents. C'est une association très collégiale qui fait fonctionner et vivre vraiment beaucoup de dynamique au sein de l'Île-de-France. Je suis membre de la collégiale d'Art Factories, qui est donc un réseau national, et je participe au réseau Transeuropal, qui est un réseau européen qui existe aussi depuis 30 ans, et beaucoup de ces réseaux sont nés, ou en tout cas ont été... Main-d'œuvre a participé à la création de ces réseaux, puisqu'il y a quelques temps, il n'y avait pas tous ces réseaux, et qu'avec nos petits bras et nos petits moyens, on a contribué à ce qu'ils existent et qu'ils se structurent, et donc effectivement, maintenant, il faut les faire évoluer vers cette dynamique de tiers-lieu. Ok. Alors, vous voyez, en fait, c'est quand même assez compliqué de savoir d'où on parle, parce que dans le mouvement tiers-lieu, les gens ont une multitude de casquettes qui est assez impressionnante. Et donc, entre les réseaux, les lieux, les coalitions d'acteurs, les structures juridiques qu'on crée pour que les lieux s'ancrent sur les territoires, c'est vrai qu'à un moment, on peut avoir un peu le tournis. Mais alors, justement, dans cette idée un peu de choc des cultures, il y a un peu un terme qui est en train de s'imposer et qui semble faire consensus, qui est le terme de tiers-lieu. Alors du coup, Feda, toi, quand on a parlé la première fois, tu m'as dit « Ah mais moi, j'aime pas trop parler de tiers-lieu, puis d'ailleurs, mon expérience à Dunkerque nous a fait bifurquer vers une autre dynamique qui n'est pas forcément ancrée dans un lieu. » Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? C'est moi qui gère le... je vais essayer de raconter une expérience de 4-5 ans en 5 minutes. Et je voulais commencer par cette image. C'est les résidences Guilmer-Jean-Bart à Saint-Paul-sur-Mer, dans la communauté urbaine de Dunkerque. Et c'est l'histoire d'un groupe nomade qui s'est sédentarisé dans un lieu, justement. Et il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on a décidé d'arrêter l'expérience. Et je vais vous raconter pourquoi. Et cette photo a été prise par Salem Messaoudi, qui est un résident de ces ensembles. C'est un quartier qui est en rénovation urbaine. Depuis 5 ans, des bruits de couloirs s'esquissent sur le devenir de ce quartier, mais sans que les résidents du quartier soient au courant de ce qui allait se passer. Donc il y a une politique assez opaque de la part du bailleur et du maire. Et ce qui est détruit là, donc on est pendant le temps du confinement, personne n'a été au courant, et c'est une décision du maire de détruire la maison des associations. Donc le dernier lieu de lien dans cette ville,
Moi, mes recherches sont essentiellement orientées vers l'Afghanistan et vers les quartiers en rénovation urbaine en France, en dehors des cadres en rue et des cadres des collectivités. Donc je pars souvent avec des groupes citoyens qui se fédèrent par eux-mêmes. Et donc ça, c'est le même lieu 4 ans auparavant, du coup, avec des éducateurs de quartier, des habitants du quartier, porteurs de pas mal de compétences, et à un moment donné, ils ont besoin d'architectes pour accompagner le projet. Donc nous, on décide à ce moment-là de se lancer dans l'aventure parce que c'est l'architecte qui se met au service d'un projet politique porté par un groupe citoyen, plutôt qu'un cadre d'appel à projet qui va participer de ce qu'on appelle de l'urbanisme transitoire. Donc, et comment ça débute? Ça débute dans le local des éducs. Donc chacun à son endroit fait de l'extension de rôle. Et donc on commence par esquisser des cartographies avec Catherine Ranou, qui est artiste architecte, sur le nom des lieux, parce que les gens appellent les lieux différemment généralement que les noms imposés. Les savoir-faire, parce que sinon on convoque. Moi j'essaie rarement d'utiliser le nom de l'habitant, parce que c'est une figure qui derrière devient un alibi pour le projet politique au sens institutionnel du terme. Je parle plutôt de compétences et de savoir-faire, donc les compétences des uns et des autres, comment est-ce qu'on s'associe, comment est-ce qu'on forme cette communauté, les besoins, parce qu'il y en a toujours dans des territoires qui sont abandonnés par les politiques publiques. À Saint-Paul-sur-Mer, c'est depuis une 30aine d'années. Et enfin les envies, parce que la question du rêve est toujours très importante lorsqu'on monte ce genre de projet. Et donc les premières choses qu'on fait, c'est qu'on va se servir dans les services techniques des villes pour reclasser des objets urbains déclassés. Donc refaire vivre des éléments qui sont plus normés. Et la question de la norme nous intéresse puisque nous-mêmes on prend le droit d'investir les espaces publics. Parce que le bailleur et la ville, vu que c'est un quartier en rue, ont gelé les investissements et attendent que les sous de l'ANRU tombent. Donc nous, on prend ce droit-là, et si le bailleur nous attaque, on attaque le bailleur pour constat d'abandon. Donc ça a été posé avec eux, ils le savaient. Et donc la première chose qu'on fait, on construit des bancs. Parce que des bancs, ça permet à 2 personnes de s'asseoir et de se dire, tiens, il y a une fuite chez toi, il y en a une chez moi aussi. Bah, ça permet Je reprends là les propos de Salem, qui est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, qui habite dans ce quartier-là. Et il dit, bah, ça peut mener à une grève de loyer, un banc. Et donc, des bancs, petit à petit, on construit du programme. Et ce genre d'infrastructure où en fait on récupère ces blocs de béton, on récupère la terre végétale, et puis on fait des chantiers à 30, 40, on ne sait pas comment on en arrive à autant, mais différentes associations nous rejoignent, etc. Et donc on programme des formes de conférences alternatives, etc. pour penser le commun. Et au bout d'un moment, là où on était très fort lorsqu'on était nomade, la politique de la ville nous propose un lieu. Et donc là, moi, je fais le choix de me mettre en retrait par rapport à la décision d'investir ou non ce lieu. Je pense qu'elle appartient à ceux qui résident dans le quartier, qui le vivent au quotidien. Et donc, il y a ce lieu qu'on appelle assez rapidement le Cube. Je pense que ça se comprend. Et on décide de le programmer. Un rez-de-chaussée avec un double garage pour un atelier de construction, une grande cuisine ouverte, gratuite, et il y a un groupe de femmes du quartier qui voulaient faire des repas, parce qu'il y a aussi les problématiques migratoires dans ce quartier. On est un entonnoir pour passer de l'autre côté de la Manche. Donc il y avait cette nécessité d'avoir une cuisine qu'elles ont appelée la cuisine du monde. Au premier étage, c'est des espaces d'atelier pour accompagner des projets des différentes personnes qui habitent le quartier. Et le dernier étage, espace de résidence. Et donc, la première chose qu'on fait, bizarrement, c'est de ne pas investir l'intérieur, parce que l'intérieur est très opaque. C'est de dire, on investit l'extérieur pour se présenter au voisinage. Donc, le voisinage commence à rejoindre le projet et on monte une autre structure à l'extérieur, donc en s'appuyant sur les compétences des uns et des autres. Et là, on est à la moitié du chantier. Il y a les 2 premiers niveaux et il manque le 3e et le 4e niveau. Mais un jour, on reçoit ça, une lettre de mise en demeure. Et là, ça devient assez intéressant. C'est qu'il y a eu scission au niveau de la mairie à l'approche des municipales. Et donc, la personne à la politique de la ville qui nous avait signé le bail part dans l'opposition. Donc, le maire devient un cow-boy, quoi. Et tous ceux qui sont en lien de près ou de loin avec cette personne donc, sont court-circuités, on va dire. Donc là, pareil, le choix... Là, c'est un moment assez intéressant pour moi parce que
moi, je me mets en retrait parce que je préfère que les gens concernés qui habitent le lieu prennent la décision. Et en fait, je me rends compte qu'une politique d'abandon sur 30 ans mène à des situations où des personnes fragilisées ne peuvent même plus prendre le droit de dire bah non, on maintient ce truc qu'on a construit, on a injecté plus de 100 000 € là-dedans, on a investi tous les espaces intérieurs, etc. Du coup, on démonte. On démonte. Et entre-temps, en fait, on investit pendant 1 an les espaces intérieurs. Et on a reçu une nouvelle lettre de mise en demeure il y a 1 mois et demi. Et c'est là que j'en viens à mon analyse de cette expérience. C'est que lorsqu'on était nomade, finalement, on avait un lieu qui était l'espace public. On était extrêmement puissant parce qu'on était visible. On donnait accès aux gens à ce qu'on faisait. Le groupe n'était pas fermé, il accueillait. Et dès lors qu'on a été amené, il y avait la question de la disparition aussi qui était intéressante, c'est-à-dire d'être furtif, apparaître, disparaître. En 10 jours, on envoyait un gros projet. Le gros Colisée là, qu'on avait construit, on l'a fait en 10 jours. Et du coup, d'un coup, il y avait des impacts. Et lorsqu'on avance sur un bâtiment en intérieur, on a perdu cette visibilité-là. Et d'un coup, petit à petit, on s'est aussi rendu compte, moi, c'est mon analyse, c'est qu'on a un lieu crée de la valeur. Et dans un endroit où il y a peu de valeur au sens... Il y a énormément de valeur à plein d'endroits au sens culturel, mais au sens large, pas culture au sens politique. Enfin, c'est aussi politique, mais il y a beaucoup de culture avec un S. Mais ça a donné de la valeur, entre guillemets, institutionnelle. Je pense que nous-mêmes, on a recréé des processus dignes d'une politique publique qui est celle de cette mairie-là. C'est-à-dire qu'on a créé valeur, et dès qu'on crée valeur, il y a des volontés d'appropriation. Et dans des endroits où il y a des personnes fragilisées par leur parcours, par le fait qu'elles ne sont pas accompagnées, c'est normal qu'en fait, on veuille s'approprier cette valeur. Et donc, on est passé d'une vision commune lorsqu'on était dans l'espace public à des visions individuelles. Et on a commencé à perdre de vue ce qu'était le projet commun. Et donc, la mise en demeure en soi ne nous a pas du tout effrayés. On était prêt à aller plus loin. Mais dès qu'il y a plus de vision commune, on s'est dit que c'était mieux d'arrêter le projet. Et donc, moi là, je m'engage avec un certain groupe d'habitants sur une autre ville aussi sur laquelle on travaille depuis 4 ans, qui est à Tétéghem, pareil, une rénovation urbaine, ils vont détruire tous les logements, à construire un lieu qui est physique ou non. Mais en fait, les 2 premières années, le lieu n'existera pas. C'est un lieu qui est destiné à accueillir tous les processus de résistance qui ont existé dans le cadre de rénovation urbaine. Parce qu'en fait, c'est souvent lorsqu'une rénovation urbaine arrive, c'est souvent une réaction précipitée. On n'a pas d'anticipation. Et donc la phase de l'ANRU 3 arrivera sans doute dans 10-15 ans. Je pense qu'ici, on est aussi concerné avec le quartier du Pile, de l'Alma, etc., sur lesquels moi, je commence à me renseigner. Mais comment est-ce que des groupes citoyens qui veulent à un moment donné revendiquer leurs droits et ne pas être forcément délogés ou être acceptés à la table des technocrates qui décident de ce qu'est une rénovation urbaine, peuvent avoir un outil ouvert, indépendant, autonome, qui va à la fois être un centre d'art contemporain, à la fois un outil de production et à la fois un centre de recherche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va partir pendant 2 ans en campagne sur le terrain, sans que le lieu n'existe. Et le lieu va juste devenir une base arrière. On refuse de s'enfermer dedans. Et en partageant cette expérience, je tiens juste à dire que je ne réfute absolument pas le terme tiers-lieu, mais je ne sais pas comment me situer vis-à-vis de ça. Je pense que le terme est rattrapé. Je prends juste un exemple de Françoise Vergès qui a écrit Un féminisme décolonial. Je ne sais pas si certains d'entre vous... Mais elle refusait de se revendiquer pendant très longtemps féministe. Et à un moment, elle a inventé ce terme féministe décolonial. Et elle dit que mais dans 3 ans, ce terme va se retrouver sur un tote bag et le capitalisme va faire son travail, c'est-à-dire que le terme va être dénué de sens. Je pense qu'il y a un travail à faire de reconvoquer des nouveaux termes, parce que en reconvoquant des nouveaux termes, on reconvoque des nouveaux processus de pensée aussi et de gouvernance, etc. Moi, j'utilise plus le terme collectif parce qu'il a été rattrapé. C'est juste ça que j'essaye de dire, c'est que le terme institutionnalise aussi les pratiques qui en découlent, en fait, si on ne fait pas attention. Tout à fait. Alors, merci pour cette expérience, parce qu'elle nous permet de nous faire rebondir. Juliette, sur la question du lieu. Alors vous vous êtes accroché à votre lieu, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui n'étaient pas très contents que vous soyez là et qui ont trouvé une petite fenêtre pour vous déloger. Donc vous, comment ça s'est passé et comment tu vis cette tension justement entre l'action collective dans un quartier, le fait de s'ancrer dans un lieu, de s'inscrire dans la durée? Il y avait un cow-boy, ouais.
En tout cas, souvent un cow-boy dans l'histoire. Souvent un cow-boy dans l'histoire. Effectivement, nous, on avait un maire qui est arrivé un jour en disant « c'est mon lieu », alors que l'association s'était installée depuis, à l'époque, plus de 15 ans et avait fait notamment 4 millions d'euros de travaux dans le bâtiment. D'abord, on a voulu... Enfin, c'est peut-être un peu long de raconter toute cette histoire, même si elle est très belle et très symbolique. En tout cas, effectivement, on a voulu accepter, se dire que peut-être on avait fait notre travail sur ce territoire-là et qu'on était prêt à envisager une relocalisation, comme beaucoup de lieux ont vécu, 5, 7, 10 lieux parfois. C'était l'année dernière, ça. C'était en 2014. 2014. Quand le maire est arrivé, bon, il a commencé par couper la subvention et puis nous demander de partir rapidement, enfin à la fin du bail qui terminait en 2017. Donc on a quand même essayé de parler avec lui, d'essayer de comprendre pourquoi il ne comprenait pas ce qu'on y faisait. Il y a eu beaucoup d'étapes. Bon, donc, notamment, on a étudié en Seine-Saint-Denis la possibilité de retrouver 4000 m². Là, on a vite compris qu'en 2015, il n'y avait plus le patrimoine industriel délaissé. Il n'y avait plus, en tout cas, parce que la pression immobilière avait grandi, que la ville s'était métropolisée. Enfin, voilà, on avait changé d'époque. Et pour effectivement un lieu qui avait été fondé par peut-être des plus anciens de ces lieux qui avaient commencé à faire des lieux dans le début des années 80, dont les usines éphémères, qui étaient aussi un peu l'ancêtre de l'urbanisme transitoire, Fazet Bordage, qui avait créé le confort moderne et mobilisé. Enfin, en tout cas, c'était assez étonnant de dire aujourd'hui, on ne pourrait plus avoir cette même dynamique, en tout cas, d'espace. Bref, on a essayé de comprendre. Il y a eu une année, en 2016, on lui a proposé d'acheter le bâtiment, dire non, ce lieu, il appartient à tout le monde. Il a été construit par les usagers, par plein de gens. C'est des milliers de personnes, c'est des milliers d'artistes, mais c'est aussi des initiatives citoyennes, des entrepreneurs sociaux. Voilà, c'est un lieu de... Voilà, bon, on a essayé de comprendre, de débattre. Puis, au bout d'un moment, on a commencé une mobilisation en disant aux gens, attention, il ne veut pas renouveler le bail. En fait, Et donc, on a eu toute une étape de négociation qui est devenue juridique avec une médiation, etc. Puis ça a duré. Et le 8 octobre 2019, il a obtenu de la préfecture, en faisant valoir des choses beaucoup plus importantes que nous, dont l'hôpital public, dont le métro, enfin, des trucs, il a obtenu une expulsion. Et donc, on a été expulsés. Et effectivement, à ce moment-là, immédiatement, on a été entouré d'une immense mobilisation, donc à rassembler plus de 60 000 personnes. Mais surtout, immédiatement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a montré, en tout cas, notre manière de faire culture sur ce territoire. C'est-à-dire qu'on a été expulsés un mardi. Et le mercredi, par exemple, nous, on a une école de musique avec 300 élèves. Les habitants se sont organisés pour accueillir l'école de musique chez eux. Donc, on a commencé immédiatement à maintenir l'ensemble des activités du lieu physique de 4000 m² dans le territoire. Et donc, on a été relocalisés dans plus de 40 lieux. Et ça a duré 99 jours qu'on a passé dans la rue à faire vivre un lieu sans le lieu, grâce à l'ensemble de nos partenaires et à des milliers de personnes qui ont voulu ou dû à ce moment-là organiser ce moment. Enfin, il y a plein de raisons qui ont expliqué ce geste urbain assez fort. C'est-à-dire que déjà, on a été emmurés. Donc c'est un lieu pour l'imagination artistique et citoyenne. Donc le symbole était absolument délirant. Enfin, il y avait toute une histoire autour de ça. En tout cas, je pense que dans les faits, au-delà du fait d'accepter, de considérer que ces lieux soient absolument nécessaires pour un territoire, il y avait vraiment l'image, en tout cas, de dire ce lieu, il appartient à tout le monde. Et donc, le propriétaire, à un moment donné, ça ne peut pas être seulement un ennemi, quoi. Même si dans ces lieux, c'était compliqué de s'approprier et de se réapproprier ce sujet, qui avait pour certains été des occupations transitoires, éphémères, qui avaient parfois des squats, parfois des trucs. Donc nous, on n'avait jamais été un squat, heureusement, parce que juridiquement, ça nous a protégés, puisqu'on a donc réussi à faire annuler cette expulsion, qui était aussi un grand exploit juridique de notre avocat. Mais dans les faits, en tout cas, il y avait vraiment un sujet de dire, maintenant, un bien commun, c'est quelque chose qu'on doit réussir à démontrer dans le temps, de dire ces lieux, ils ne peuvent pas simplement se déplacer, accompagner les mutations urbaines, même si on le fait. On ne peut pas épuiser les acteurs, utiliser leurs moyens, leurs efforts, et se dire que ça suffira. Il faut trouver des moyens pour pérenniser ces espaces,
pour les accompagner correctement et donc repenser peut-être à certains endroits des sujets fondateurs comme la question de la propriété. Ok, et alors du coup, vous êtes plusieurs à avoir employé le mot de commun. Le lieu, c'est un commun, on a une communauté, mais on partage quelque chose. Donc, est-ce que, enfin, on a un peu du mal à saisir comment s'ancre ce commun. Quelle forme il prend dans vos pratiques? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est la communauté? Jean-Christophe, vous êtes à la condition publique, vous définissez comme un laboratoire créatif. Il y a une communauté créative aussi qui gravite autour de la condition publique. Et donc cette notion de commun, comment vous l'abordez, vous? Alors, ce qui est intéressant avec le mot tiers-lieu, c'est que personne ne veut se définir objectivement comme tiers-lieu, mais qu'on est capable de discuter autour de cette table et avec les gens dans la salle et ailleurs, grâce à ce mot. C'est-à-dire qu'on est tous autre chose qu'un tiers-lieu, mais on est tous là à partager. Donc ça permet, c'est aussi, alors c'est peut-être une menace institutionnalisante, mais c'est aussi une coquille qui nous permet de discuter entre acteurs très différents. Ici, à la condition publique, la question du comment on fait commun avec une communauté d'acteurs qui sont installés, on évite... Alors, historiquement, la condition publique a toujours eu, dans ses anciens laboratoires, dès 2004, des bureaux qui étaient loués à une communauté d'acteurs. C'est juste qu'ils n'étaient pas associés au projet culturel pendant toute une période. Et donc, tout l'enjeu était de dire comment on fait commun avec eux. Et là, nous, on a été confrontés à une première grande difficulté qui est qu'il y avait une très grande asymétrie, de fait, entre la condition publique, établissement public subventionné, 24 permanents, et des structures qui ont une personne, 2 personnes. Et donc, voilà, nous, il a fallu réinventer un territoire commun en prenant en compte cette asymétrie. Ça, c'était un enjeu important. Et en ne pouvant pas non plus s'extraire d'obligations réglementaires particulières, notamment... Ici, c'est un ERP de première catégorie, donc il y a tout un tas de... Voilà. Donc c'est de trouver quels sont les espaces de liberté qu'on peut se créer, de le travailler avec les acteurs, mais en ne se mentant pas non plus sur qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on est donc, nous, dans une attitude qui est de monter, d'essayer de constituer des outils qui peuvent servir les acteurs qui sont installés ici, de travailler aussi... Notre programmation d'événements, elle est toujours très partenariale. On investit un peu tous les domaines, donc on est bon en rien spécifiquement. Il faut forcément toujours travailler avec des acteurs spécialisés. Et c'est de créer des synergies aussi entre les projets. Et je pense que ce qu'on a aujourd'hui de fort dans la communauté de la condition publique et dans l'outil qui est en train de se constituer, c'est la capacité à accompagner des projets très hybrides et voilà, d'être très libre là-dessus, ce qui n'est pas forcément le cas dans le secteur subventionné classique qui peut beaucoup se ranger en silos. Un exemple, cette caracole qui est derrière, c'est une œuvre du collectif Fruit, qui est un collectif roubaisien, et c'est à la fois un objet, une architecture, c'est un espace de sieste, c'est donc des arts visuels, mais c'est aussi en fait une création sonore de 26 minutes, une création musicale, et donc on s'est vite... Alors c'est drôle parce qu'au début on devait être juste partenaire de ce projet et comme c'était un collectif plutôt musical, la production déléguée devait être portée et accompagnée par une salle spécialisée dans la musique. Mais en fait à un moment ils ont dit non, en fait on ne sait pas faire jusqu'au bout. Et donc c'est nous qui avons récupéré l'accompagnement des artistes parce qu'en fait nous on s'en fichait de savoir si c'était juste de la musique ou un objet d'art visuel ou une architecture, etc. Voilà, donc je pense que c'est ça, c'est d'offrir de la liberté pour expérimenter tous ensemble, quoi. J'ai pas répondu à la question, hein, je le sens. Sur les communs, mais ouais. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des choses concrètes dans la condition publique qu'on peut appeler des communs, où ici, nous tous, on pourrait participer, contribuer, ou est-ce que ça reste encore une dynamique pour l'équipe et les occupants de la condition publique où d'abord, on identifie les parties prenantes, on met en place des pratiques, et puis après, on crée ces communs.
Mais en fait, je ne sais pas répondre à cette question parce que voilà. Mais on a des outils qui sont à l'intérieur, mais ce qu'il faut voir, c'est que, alors, en dépit de la taille du lieu on pourrait se dire ça nous suffit, mais on constate qu'on travaille de plus en plus dans l'espace public. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce sont justement un espace extérieur, il appartient à tous, c'est peut-être un des rares espaces. Ici, c'est quand même déjà un espace qui peut paraître réservé. Donc, pour pouvoir impliquer un maximum d'acteurs, d'usagers, eh bien, l'espace public, ça reste un espace où si on fait un geste artistique dans cet espace-là, ça va forcément mettre en relation des acteurs qui normalement se croisent pas. Et après, ça nous permet de les ramener ici. Et ici, c'est un outil structurant qui nous permet de nous projeter à l'extérieur. Juliette, tu voulais... Non, bah j'aime bien cette question. Ouais. Du coup, il y a Olivier Jaspard qui l'a dit très bien hier. Je crois que dans communauté, il y a commun. Dans commun, il y a communauté. C'est effectivement ce qu'on y fait ou comment on le fait. Peut-être qu'ici, sur l'espace public ou sur la manière de s'approprier, en fait, c'est souvent ce qui fait la différence entre un lieu creux. Donc, on aurait voulu concevoir la coque et qu'on n'a pas pensé à comment est-ce que les gens allaient vivre à l'intérieur. Et un lieu qui est fait par ses usagers, avec ses usagers. Et dans les usagers, on entend les habitants du quartier, les artistes qui y travaillent ou les travailleurs qui développent des projets. Et que, effectivement, c'est là qu'on fabrique ce commun. C'est quand on arrive à faire communauté, bien au-delà du lieu lui-même, jusqu'à dehors. Et que c'est ça qu'on fabrique, vraiment. Et du coup, ça se fait assez subtilement. Alors, Marie-Laure, souvent, tu parles d'acupuncture de territoire. Alors j'aime bien l'expression, mais tu as accompagné de nombreux projets, alors d'abord sur la région Nouvelle-Aquitaine, puis maintenant au niveau national. Du coup, cette mayonnaise-là, elle n'est pas facile à prendre sur les territoires. Donc comment on fait de façon subtile pour justement créer ces conditions d'émergence de commun? Je ne sais pas si c'est subtil. Donc acupuncture de territoire, c'est pas de moi. Moi, je l'ai entendu dans la bouche de Cynthia Fleury. Ok. Voilà, je le reprends et je le dis, mais effectivement, il y a des gens qui m'attribuent cette expression. Peu importe, j'aimerais d'abord revenir sur la question terminologique qui nous anime depuis une grosse dizaine d'années. Moi, je crois que c'est intéressant, ce mot tiers-lieu, parce qu'il ne laisse pas indifférent, que beaucoup le trouvent pas beau, mais on s'en fout. C'est comme l'art, c'est intéressant que ça ne laisse pas indifférent. Parfois, ça rend même... on a des réflexions, ça fait tiers-état, ça fait tiers-monde. Mais ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, c'est que ça suscite toujours le débat et qu'on réinterroge sans cesse si on s'en revendique ou pas. Et les tiers-lieux, c'est ce qu'on en fait, on le sait. Et donc, c'est ce qu'on y met aussi dans ce terme. Après, bon, pour ce qui est du risque d'institutionnalisation, je crois que c'est pas tellement lié à la manière dont on se nomme, mais bon, ça peut faire débat aussi. Donc pour revenir sur ta question, comment pour moi, faire commun, c'est cette liberté de contribution, en fait. C'est de se dire j'y vais ou j'y vais pas, j'y reste, j'y reviens, qu'est-ce que j'en fais? Moi, quand j'ai créé un premier tiers-lieu, le Node à Bordeaux, des gens ils me disaient en arrivant que ça leur faisait peur, cette capacité d'agir, de faire. Ils avaient tellement l'habitude qu'on leur dise quoi faire, dans leur travail notamment. Voilà, donc pour moi, en fait, c'est ça. On se retrouve, on a une communauté d'intérêts qui sont très divers. Et c'est ça qui fait réseau. Quand on me demande de définir le tiers-lieu, je crois que je pique cette définition à Nicolas Barre. C'est un lieu favorable à l'éclosion des idées. Moi, ça me parle parce que je viens de la pub et que dans les agences, c'est l'antithèse de ça. Il y a plein d'idées, mais on leur tape dessus pour que ça colle avec ce que le client attend. Okay. Et voilà. Donc, du coup, c'est comment on fait réseau, la question? Oui, commun, en fait, c'est quoi les pratiques sur un territoire? Souvent, on est appelé pour... on veut développer un tiers-lieu sur les territoires, et comment on travaille cette question-là avec le territoire, en fait. Donc nous, dans les travaux de recherche qu'on a pu mener au sein de la coopérative tiers-lieu, il y a ce fameux triptyque, quelqu'un qui veut faire tiers-lieu. Au départ, c'est une démarche tout à fait très individualiste.
C'est l'idée de se réaliser soi-même et voilà, d'avancer sur son propre chemin. Et cette réalisation, elle est possible que si on ne reste pas tout seul, justement. Donc, on commence par constituer un noyau parce qu'on rencontre des gens. Et puis, du coup, voilà, c'est exactement ça, cette démarche. À l'échelle du territoire, et donc il y a l'individu, le collectif et le territoire, ce fameux triptyque. Donc on choisit un lieu d'implantation parce qu'on est attaché à son quartier, à sa commune, ou parce qu'il y a un lieu quelque part aussi qu'on nous propose d'investir et que ça nous parle, qu'on a des choses à y faire. Et à partir de là, le travail du collectif, pour moi, c'est qu'il doit cartographier, déjà il doit exprimer ses propres besoins individuels. C'est pourquoi je viens là, qu'est-ce que j'en attends. Là-dessus, c'est hyper important de faire ce travail et de vraiment, enfin, c'est quand on forme dans le parcours piloter un tiers-lieu, c'est vraiment ce premier travail de purge, en fait. C'est que les gens soient honnêtes avec le collectif, mais surtout avec eux-mêmes, parce on est beaucoup dans des postures sacrificielles dans les tiers-lieux, et quand on a travaillé avec la Croix-Rouge, ça c'était flagrant, les gens sont là que pour les autres. Oui, c'est ça. Voilà. Alors que non, pas du tout. Ils viennent chercher quelque chose, peut-être de la reconnaissance, justement. Donc il y a ce travail de se questionner soi, de questionner qu'est-ce qu'on vient faire ensemble. Et puis au-delà de ça, la vocation du lieu, comment il peut enrichir le territoire. Donc souvent la question qu'on se pose au démarrage, c'est mon quartier, il serait mieux s'il y avait quoi ? Qu'est-ce qui manque ici ? Et partir des manques, tirer ce fil... souvent ça fait faire des grandes choses dans le temps, quoi. Je cite toujours le champ commun à Augan, dont j'ai entendu parler ici d'ailleurs pour la première fois il y a 7 ou 8 ans, où ces deux gars qui ont réalisé qu'il fallait une demi-heure de voiture pour acheter une baguette de pain le dimanche, et c'est en tirant ce fil-là qu'ils ont monté maintenant ce lieu qui est une SCOP, le premier employeur du village, qui est une auberge, un lieu de concert, un espace de travail, une épicerie. Enfin voilà, c'est magique. En tirant le fil. Justement, alors du coup, dans ce que vous avez abordé là, on pose la question de l'occupation éphémère, de est-ce qu'il faut s'ancrer dans un lieu, etc. Et donc, on parle beaucoup d'occupation éphémère en ce moment. Il y a beaucoup de dispositifs de politique publique qui sortent là-dessus. On encourage, on se dit que finalement l'occupation temporaire peut être une solution pour les bâtiments vides dans nos métropoles notamment. Donc qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette tendance à pousser les acteurs à aller vers ça ? Et quels sont les garde-fous qu'il faut mettre par rapport à presque cette injonction à aller occuper de façon éphémère les lieux ? Moi, je l'ai dit plusieurs fois, je suis contre cette histoire de transitoire. En tout cas, c'est pour ça qu'on a inventé notamment la question d'une foncière culturelle. Je ne sais pas si on doit recentrer tant le sujet de la culture aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup, par exemple, la notion de nomade. Nomade, c'est choisi, c'est voulu. C'est un peu comme le voile, quoi. On le décide, quoi. En fait, dans l'urbanisme transitoire, pour moi, il y a un point qui est très fort, de dire on va instrumentaliser plus ou moins des acteurs en leur promettant des espaces vides et puis ils vont tout refaire ou tout occuper, tout animer. Merci bien. Et ensuite, il faut partir. Quand vous avez éventuellement fait augmenter créer de la valeur et tout ça, il faut s'en aller, quoi. Et ça, pour moi, c'est un truc. Ça m'a interrogé pour main d'œuvre, mais je pense que ça m'a interrogé pour tous ceux que j'ai croisés et qui ont été vraiment essorés par des pratiques comme ça, quoi. Donc effectivement, pour moi, on défend des processus longs dans ces espaces, on défend de la fabrication. Enfin, on n'est pas des acteurs de la temporalité courte, quoi. Et ça, pour moi, il y a quelque chose qui était un peu fragile. Et juste pour repréciser sur la question des communs, pour moi, il y a un truc dans les politiques culturelles qui revient un peu tout le temps sur si tu fais rentrer un enfant dans un lieu de culture, tu as peut-être un espoir que ce soit un public de demain. Et en fait, il y a toute cette fabrication dans nos lieux qui est vraiment propre à laisser faire
Et du coup, effectivement, comme chacun dans ces espaces, normalement, peut trouver, nous on dit les lieux culturels dont tu peux être le héros, c'est-à-dire, moi, il y a on est dans un quartier de Pucier, le tapissier qui a fait les rideaux, le gamin qui a participé à un chantier pour repeindre un escalier ou un truc. C'est ces gens qui deviennent des acteurs de demain et qui se laissent, en tout cas, qui prennent la capacité de construire ces espaces. Et donc, effectivement, pour moi, ça dure, c'est des récits de vie, c'est des histoires, c'est des parcours. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire rentrer dans une temporalité, même si les villes, elles se transforment. On est aussi des accompagnateurs de ces transformations, mais c'est pas pour ça que nous, on peut pas durer dedans. Voilà. Moi, je rejoins Juliette sur ce côté urbanisme transitoire qui coûte moins cher avec des acteurs associatifs dedans qu'une société de gardiennage, pour caricaturer. Après, il y a quand même un aspect intéressant dans l'histoire des lieux qui ont eu une phase nomade. Je pense à la fabrique Paula sur la métropole bordelaise, qui a déménagé 4-5 fois. C'était assez subi dans les faits. Complètement subi. Voilà. Maintenant, je pense que ça a vraiment enrichi le projet de manière très conséquente, y compris sur le fait d'aller avec certains acteurs ou pas. Enfin, ils sont beaucoup plus autorisés à dire non et à affirmer ce qu'ils voulaient vraiment. D'autant plus légitimement qu'ils s'étaient vraiment fait balader pendant des années. Et donc je pense que ça, au final, ça a renforcé le projet, même si évidemment je ne plaide pas pour que ce soit systématique. Et puis d'autres, je pense à la Smala aussi dans les Landes, qui n'avaient pas de lieu au départ et où ce nomadisme forcé les a fait s'installer vraiment chez d'autres acteurs, à la médiathèque, dans un café, etc., d'un village voisin, et qui au final les a rendus complètement incontournables en termes de collectif, et pareil, travailler leur projet avant de s'installer dans leur propre lieu. Voilà. Donc ça, Jean-Christophe, je te donne la parole. Je dis juste que la réponse de Marie-Laure fait écho à une question qu'on a reçue sur le pad, justement, sur comment faire pour ne pas entrer en concurrence avec un territoire, aller se loger éventuellement dans d'autres espaces qui existent déjà, de tester des choses et d'ensuite de s'ancrer dans un lieu. Ça peut être une façon de faire assez intéressante. Oui, je pense que sur la question du transitoire, moi je vous rejoins tout à fait sur le fait que le lieu, la coopérative, le commun doit être durable. Après, ici, par exemple, le lieu, il est évidemment là et il ne va pas bouger. Par contre, nos interventions, elles peuvent se faire dans une dynamique transitoire pour recréer. Et c'est là et ça permet de revenir à la question de la création artistique. C'est que le geste artistique, lui, il peut être transitoire. Lui, il est comme une étincelle qui va provoquer un débat dans un espace public, provoquer un changement de regard. Il n'a pas forcément vocation à être une installation durable. Son effet pourrait être durable sur d'autres transformations à venir. Et donc la question de l'urbanisme transitoire, moi j'appelle à ce qu'on change de modèle au niveau des politiques publiques, c'est d'arrêter de penser la gestion transitoire comme le fait de j'ai une friche, est-ce que des acteurs pourraient l'occuper au lieu d'une société de gardiennage, mais comment est-ce que des processus artistiques peuvent être intégrés dans des démarches de concertation. Et avec quels moyens ? Et avec les moyens qui vont avec. Mais et ça me permet de parler du canal de Roubaix où on fait le festival Pile au rendez-vous, on l'a déjà fait 2 fois et ça a été une vraie étincelle, c'est-à-dire que ce canal n'était pas considéré par les politiques publiques, il était considéré par personne, même pas par les voisins qui nous disaient mais vous êtes fous de vouloir aller là-bas. Et on l'a fait 2 fois, ça a très bien fonctionné et les 2 listes finalistes des dernières élections municipales mentionnaient du coup ce canal, ce festival et l'idée de le remettre au centre d'une planification urbaine. Donc là, il y a quelque chose qui peut se jouer. Or, ce canal a fait l'objet d'études depuis 15-20 ans, sur d'études classiques ou de concertation classique. Et ça n'avait jamais rien produit. Donc là aussi, on a des moyens de l'urbanisme qui s'intéressent à l'aménagement d'un territoire. Mais ça peut être des opportunités pour un travail artistique. Et comment le travail artistique, lui, fait urbanisme transitoire. Non, c'est pas totalement... Non, hein. Mais bref, pas de friche occupée de manière transitoire par des collectifs parce que eux, il faut qu'ils puissent construire dans la durée. Mais l'action artistique, elle n'est pas forcément vocation à durer.
Vous pouvez débattre. Ne me regardez pas comme ça. Non, Comme mais si tu fais un concert, je- si tu fais un concert quelque part, ça veut pas dire que tu es obligé de faire des concerts tous les soirs à cet endroit. Absolument. Non, mais Si le tu- geste poétique. si on installe oui, cette toujours. œuvre-là Ah bah quelque voilà, il y a part. Jules, il adore ce sujet. Oh, l'invité mystère. Mais Merci en tout cas, d'être juste venu. pour redire, même je pense que tous les acteurs de l'urbanisme trajectoire, les plateaux urbains, usines éphémères, ils en sont revenus eux-mêmes. Hein. C'était pas, on l'a pas inventé pour. Je crois que, pour- est-ce que Nicolas Détry est dans la salle? Ah, et oui, il y a Nicolas Détry aussi. Il dit maintenant c'est Il est bon, là. c'est Yes. bon. Il peut parler. Je pense que c'est l'acteur. Tout à fait. Bah, écoute, Nicolas, Non, c'est comment on oblige surtout les promoteurs à intégrer ces habitants, quoi. C'est quand le travail qui a été fait, qui est au moins une partie du lieu qui leur soit réservé. Tout ce travail de mobilisation, de création de valeur. Et donc, ils s'approprient le truc. Pourquoi on les jette, quoi. Enfin, comment on peut obliger Obliger les promoteurs, bon, ça je sais pas. Il faut qu'ils- en fait, Non, mais- ils arrivent à comprendre, quoi. C'est juste le moyen. Donc, nous, on a testé des outils, le 1% culturel pour tout le monde, plein de. Voilà, ils savent à quel point, même eux, ce qu'ils vont faire avec leur béton, il a quand même un. Il faut que les gens aient envie d'y aller, quoi. Donc, ils ont tout à fait compris ce à quoi on servait. C'est juste, effectivement, quels moyens ils y mettent et quels moyens on leur donne pour comprendre que les artistes ne vivent pas que d'amour et d'eau fraîche et tous les acteurs associatifs avec. Quoi. Monsieur Jules, vous souhaitiez interpeller ou témoigner sur cette question? Oui, je voulais, en fait, c'est juste, j'étais interpellé, je voulais revenir en arrière parce qu'il y a un fil de discussion que je voulais thématiser, ça m'a paru tout d'un coup important, c'est parce qu'il est en dessous, il n'est pas apparu tout à fait. Bon, et il vient d'être nommé par Monsieur Levasseur à l'instant, c'est la place du geste artistique dans ses pratiques. Alors moi, je parle plutôt de pratiques. D'où tu parles? Pardon? D'où tu parles? Ah pardon, c'est vrai. Je suis co-coordinateur de Art Factories autre part, le réseau susmentionné par Juliette, qui est un réseau national, c'est surtout un centre de ressources, à vrai dire, pour et par les lieux intermédiaires et indépendants. Nous, on parle plutôt d'espace intermédiaire, pour la raison qu'a évoquée Fadel, j'ai oublié. Feda. Feda. Voilà. La raison, donc, que ce qui compte, c'est pas les lieux, c'est les pratiques, et c'est les pratiques spatiales. C'est des pratiques d'occupation d'espace. Hein, et on voit immédiatement, quand on dit ça, quels enjeux politiques se posent dès lors qu'on parle de pratiques d'occupation, surtout aujourd'hui. Et le rapport très concret entre cette occupation de l'espace et le commun. Hein. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, je veux dire, sous nos masques, distanciés. Mais les processus de distanciation sociale, au-delà de ce processus-là de distanciation physique, ils existent depuis longtemps dans nos sociétés. Et ils sont, dans certains endroits, arrivés à des points qui sont tels d'ailleurs que la violence interpersonnelle empêche toutes sortes de processus de commun. Donc le commun, aujourd'hui, il a été très largement mis à mal. Donc quand on parle de commun, on parle en fait de quel processus? Un processus de remédiation. C'est pas comme si cette chose-là n'existait pas. En soi, elle a toujours été là. Le commun, c'est par excellence ce qui est commun, ce qui est donc a priori donné, quoi. Hein, c'est au moment où quelque chose le menace qu'on a besoin de le dire et de le défendre. En fait, c'est dans ce processus, donc ce qui veut dire que les communs, c'est toujours un mouvement d'opposition à une tension privative ou d'appropriation ou une prédation. Hein, c'est comme ça qu'ils existent, et de tout temps. Je veux dire, depuis Robin des Bois. Donc, ils existent en actualisant des processus de remédiation. Et quand il s'agit de pratiques d'espace, qu'est-ce qu'il s'agit de remédier? Il s'agit de remédier à une double crise, celle de l'espace privé et celle de l'espace public. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui cause cette crise. On a parlé de Stigler, on a parlé de Barbara et Le Père. Je veux dire, les deux en parlent très bien. On a parlé de... je vais citer quand même Hannah Arendt à ce propos. Ce n'est pas les hommes qu'il faut sauver, c'est l'espace qui se trouve entre les hommes. C'est l'espace qui se tient entre les hommes. Cet espace-là, c'est le commun, précisément. Bon, alors voilà. Ça nous amène là, à la c'est question Covid quand même. juste de l'art. Pardon? C'est Covid quand même. L'espace. C'est Covid. C'est assez Covidé.
Ouais, ben, on voit En ce moment, bien. l'espace est covidé, effectivement. On a Alors, Alors après, sur la création artistique à proprement parler, je rappelle quand même que, puisque vous avez bien lu le programme, il y a une table ronde passionnante qui se tiendra demain, animée par Jean-Christophe, et dont on pourra rentrer un peu plus dans le détail que dans la table ronde de ce matin. je voulais juste finir sur ce point. La remédiation entre le privé et le public, qui est aussi une remédiation entre la culture et la nature, entre les séparations de culture et de nature, qui se fait par le fait de créer des milieux communs, de créer des espaces communs. Cette remédiation, l'art peut y trouver un rôle particulier. Et qu'est-ce que c'est ce rôle? C'est justement ce que Hannah Arendt énonce très très bien dans La condition moderne. L'art, c'est par l'excellence ce qui demeure, ce qui tient dans le temps. À l'entrée de La condition publique, il y a une citation de Virgile. Virgile, le même qui disait « Mes vers dureront plus que les colonnes d'Hercule ». L'art, c'est ce qui demeure, c'est ce qui tient. C'est par excellence ce qui n'est pas temporaire. Et c'est en tant que tel qu'il est ce qui permet aux hommes de demeurer, c'est-à-dire ce qui fait du monde une demeure, c'est-à-dire un endroit hospitalier. Et on sait combien le monde est devenu inhospitalier aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il est si important de mettre cette question de l'art au cœur de ses pratiques. Hein, ce n'est pas une question de luxe ou de choses minoritaires, ou de choses réservées, ou de choses distinctives. C'est la question de ce qui demeure. Et c'est pour ça que, s'agissant d'urbanisme transitoire, on voit bien que tout d'un coup, dans nos pratiques, on passe d'une époque où on pensait le geste artistique au cœur de ces pratiques d'occupation comme un moyen d'émanciper la culture, à une conception dans laquelle l'art est peu à peu évacué pour une culture comme objet, comme moyen d'une valorisation du territoire ou d'un marketing, mais qui n'a plus, en tant qu'action culturelle, grand-chose à voir avec cet enjeu du geste artistique qui est de concerner ce qui demeure, ce qui tient dans le temps. C'est pour ça que, voilà, je pense qu'il est important de prendre au sérieux à la fois les enjeux d'art et d'occupation dans ces histoires. Alors justement, merci Jules pour cette intervention, et du coup la question c'est, il est important de prendre en compte, il est important de faire attention à la création artistique, au lien sur les territoires, mais alors du coup parlons un peu de politique publique dans ce dernier quart d'heure de cette table ronde. Est-ce que les tiers-lieux culturels et les politiques d'occupation temporaire font l'objet d'une politique publique aujourd'hui, d'après vous? Et j'avais envie de donner la parole à Marie-Laure, puisque tu donc es secrétaire générale de France Tiers-Lieux, qui, entre les tiers-lieux et l'institution, joue ce rôle un peu de caisse de résonance. Et donc, comment tu vois les choses de ce point de vue-là? Alors, effectivement, France Tiers-Lieux, c'est cette interface, en tout cas, c'est ce qu'elle essaye de faire, de jouer cette interface entre l'État, les acteurs et le Conseil national des tiers-lieux. Une sorte de parlement des tiers-lieux, comme on dit, qui représente en fait toutes les cultures qu'on trouve dans le mouvement tiers-lieux. Voilà, qui a à peu près 65 membres et qui a vocation à être éphémère, à durer 2 ans pour un peu écrire cette feuille de route de où est-ce qu'on veut aller. Donc en matière de politique publique, je pense que le tiers-lieu, pour moi, c'est un peu l'objet idéal. En tout cas, ça devrait l'être. Et ça l'est à certains endroits. Maintenant, il faut effectivement être vigilant sur ce qu'on en fait et sur ce que l'État va contribuer à en faire. Je suis cependant complètement convaincue qu'on peut faire sans l'État aussi, pas tout le temps, mais que là-dessus, il y a un côté irréductible, comme le petit village gaulois, quoi. C'est-à-dire que les tiers-lieux n'ont pas besoin forcément de dotation publique pour exister. Et que c'est ça qui fait notre force aussi. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne faut pas nous donner d'autres moyens. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'est structuré en association. Donc pour la genèse, en fait, c'était une préconisation du rapport ministériel qui proposait une instance d'animation en fait, entre les différents échelons de réseaux territoriaux, et puis qui se substitue à ces réseaux
là où il n'y en a pas, en fait. Dans beaucoup de territoires, encore aujourd'hui, les tiers-lieux ne sont pas structurés en réseau, donc ça fait partie des missions de France Tiers-Lieux. Donc, les tiers-lieux, ils répondent forcément à des enjeux sociétaux colossaux. Enfin, ils viennent combler des manques, c'est surtout des émergences spontanées. Donc ça veut dire qu'il y en a besoin. C'est pas, personne n'a décrété tiens, on va faire des tiers-lieux ici parce qu'il en faut. Donc c'est à la puissance publique de répondre à ça, en fait. On l'appelle la puissance publique, mais je crois qu'elle est quand même au service, normalement, des habitants. Et donc, effectivement, il faut savoir comment on soutient ce qui est demandé, en fait, par plein de gens dans les territoires. Donc, toi, ton sentiment, c'est que du coup, il y a cette prise de conscience de devoir soutenir, alors d'une façon dont on pourra discuter, mais elle a eu lieu, quoi. On est un peu dans ce moment-là ou pas? Ah oui, on est clairement dans ce moment-là. Après, c'est un fonctionnement très en silo. Chaque ministère a sa thématique, sa couleur et son précaré. Donc, ils veulent justement, il y a le problème de quand il y a de la valeur, il y a de l'appropriation, et là, c'est toujours un peu la guéguerre. Donc, comment on arrive à ce que chacun y trouve sa place sans que ce soit une création de cases thématiques, parce que là, on est un peu dans chaque ministère pond son dispositif. Et donc, comment nous, on arrive un peu à essayer d'harmoniser ça, déjà pour rendre les choses un peu plus lisibles, puisque les tiers-lieux, ils ne se revendiquent pas d'une seule thématique. C'est l'incarnation de la transversalité d'un tiers-lieu. Voilà. Et donc, il y a des programmes un peu plus généralistes qui sont écrits, mais on essaye d'avancer pour qu'il y ait un peu une coordination générale. On sait qu'on n'y arrivera pas, surtout que le gouvernement bouge plus vite que les tiers-lieux. Enfin, ça change. Bouge pas en termes d'avancée. Hein. Okay. En termes de changement d'interlocuteur, c'est un truc de dingue. Ça peut rendre fou, en fait. Voilà. Et donc, quelque part, on essaye nous, d'incarner cette stabilité. Nous, on sait où on va, les tiers-lieux. Il y a une espèce de grosse émergence dans les territoires, mais il y en a aussi qui existent depuis 10, 20 ans parfois. Donc eux, ils connaissent, ils savent où ils ont besoin et de quoi. Donc voilà, on essaye de faire remonter ces demandes. Et jusqu'ici, c'est pas si mal. Ça fait qu'un an qu'on existe. Je pense que... Il y a la 3e réunion du Conseil national des tiers-lieux cet après-midi, exactement. Et donc je pense qu'on a fait pas mal. Faut quand même saluer le travail de l'équipe salariée au grand complet ici. En tête, Yolène, Rémi, Théo et la dernière arrivée, Sophie, qui est là depuis lundi. Voilà, l'équipe salariée qui fait un travail de dingue. Et on va continuer dans cette voie-là et avec les acteurs qui s'impliquent aussi au niveau du conseil d'administration. Ok, Jean-Christophe, tu voulais rebondir sur cette question? Oui, sur la question des politiques publiques. Je pense qu'il faut dire que des lieux comme les tiers-lieux, ou comme ici on revendique l'idée de laboratoire, c'est des formidables espaces pour expérimenter on est dans la transdisciplinarité, mais c'est un endroit génial pour les politiques publiques pour expérimenter justement le croisement entre leurs propres politiques. Je reviens de là d'où je parle, que c'est une réflexion que les collectivités peuvent avoir, comment on hybride nos politiques publiques, comment on innove. Utiliser ces lieux comme des espaces laboratoires. Et ici, quand on a fait une grande saison sur les enjeux de l'habitat vus par des architectes, par des artistes, par des entreprises, on a été soutenu, certes, on est soutenu au titre des politiques culturelles, mais on a été soutenu à ce moment-là au titre de la politique d'habitat. Et ils ont organisé leurs assises de l'habitat ici, et on a mené des expérimentations sur le territoire avec des artistes. On est, au titre de l'État, on a été, depuis 4 ans, plus soutenu par le ministère de l'Agriculture que par le ministère de la Culture. Puisqu'on a travaillé sur les enjeux de l'alimentation, de la transformation de l'alimentation dans le quartier du Pile, et voilà. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut inverser et de ne pas chercher toujours le croisement des politiques publiques de manière descendante, où en haut ils décideraient de comment ils veulent croiser leurs politiques publiques, mais qui viennent expérimenter avec nous et qui, de toute façon, ils ont des moyens pour le faire, qu'ils le fassent avec nous, et ça aidera les tiers-lieux, et en même temps, j'espère qu'on aidera à créer des croisements nouveaux. Juliette. Effectivement, dans ce sens, je pense que, effectivement, en termes de politique publique, bravo Patrick Lévy-Veitz, Marie-Laure et toute l'équipe pour le travail de sensibilisation. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie avancée notable, peut-être une maturité aujourd'hui pour l'entendre.
Par contre, sur le sujet des politiques culturelles, on n'y est pas. Et donc, en tout cas, Madame Bachelot, ceci est un appel. On vous attend de pied ferme ici. C'est un sujet complexe et c'est vrai que ça ressort souvent ce point de la complexité, de l'injonction paradoxale, c'est-à-dire qu'effectivement, toutes les collectivités qui ont voulu un tiers-lieu dans leur territoire parce qu'ils avaient compris que c'était bien, ça, pareil que des promoteurs immobiliers, où c'est pas quelque chose qu'on peut choisir, c'est quelque chose qu'on doit accompagner, co-construire. Et donc ça fonctionne quand on arrive intelligemment à accompagner publiquement, en tout cas, puisqu'il y a effectivement un intérêt général, une défense de services publics à l'intérieur. Comment est-ce qu'on travaille tous ensemble, de là où on est, pour en faire des lieux qui fonctionnent avec une vraie politique qui s'écrit autour de ça. Ok. Marie-Laure, tu voulais rajouter ? Oui, et donc de manière très opérationnelle, le Conseil national des tiers-lieux a des groupes de travail, donc qui seront chacun décrits cet après-midi, et surtout là où ils en sont aujourd'hui, qui ont pour vocation de décrire la feuille de route, puisque nous, on est l'équipe, on est au premier plan pour justement parler, et on rencontre le ministère de la Culture la semaine prochaine. Donc, savoir très concrètement, c'est quoi, s'ils doivent retenir 3 points, où est-ce qu'il faut les aider. Voilà, nous, on est les porte-parole, mais on n'est pas experts de tous ces secteurs. Donc, c'est hyper important. Et donc, le principe des groupes de travail, c'est on met les experts de la thématique ensemble pour discuter, que toutes les tendances du mouvement soient autour de la table, vraiment représentées, c'est hyper important. Et donc on essaye de susciter une feuille de route très concrète sur qu'est-ce qu'il faut que nous, France Tiers-Lieux, on fasse et on produise dans les 1, 3, 5 ans où vous souhaitez arriver, quoi. Voilà. Et donc on fonctionne aussi par silo thématique parce que ça correspond, on s'adapte en fait, mais ensuite on restitue de manière évidemment beaucoup plus générale. Si vous rencontrez la ministre de la Culture, vous pouvez parler de transmission et par la pratique, et je pense que les tiers-lieux, c'est vraiment un endroit où on peut transmettre et participer à la démocratisation culturelle, mais par la pratique. Et par ailleurs, tout l'enjeu de la résidence d'artistes dans les tiers-lieux, pas forcément dans les tiers-lieux culturels, mais dans tous les tiers-lieux, parce que la présence des artistes dans ces lieux, c'est hyper important, et comment on organise la médiation sur ce processus de création. D'accord. Voilà. Super. Si tu peux écrire ta question, et Marie-Laure la lira au ministère. Tout à fait. On peut venir avec vous aussi, sinon. C'est la contribution libre, quoi. C'est le commun. Qu'est-ce qu'on construit ensemble ? Voilà. Donc on est dans ces formes. En fait, on ne peut pas faire tiers-lieu sans faire de l'innovation publique. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ce stade-là de l'institutionnalisation. C'est qu'il faut construire ça et que si on ne s'en occupe pas, ça va avancer moins vite que ce qu'on aurait souhaité. Donc voilà, même si ça peut créer quelques crispations. Alors, en fait, on a pris quelques questions, parce qu'il nous reste 2 minutes. Voilà, il me reste 2 minutes, on me dit. Dans l'oreillette, puisque j'ai une oreillette, je voulais frimer un peu. Et donc, je vous les livre à la volée, parce que malheureusement, on ne va pas avoir le temps de toutes les évoquer, mais la question qui est de dire, si on essaie de moins convoquer le terme de tiers-lieu, comment on pourrait appeler ce type de dynamique qui arrive parfois sur des territoires, celle dont tu as parlé, Feda, à un moment, d'être mobile, de créer quelque chose, de repartir. Un petit brainstorming collectif, est-ce que vous avez d'autres mots à jeter comme ça pour qu'on puisse définir ces phénomènes-là? Et puis, comment on fait passer... Alors, une deuxième question qui est beaucoup plus large et qui pourrait nous emmener loin, mais comment on fait passer les acteurs d'un territoire de logiques compétitives à des logiques collaboratives? Donc ça, c'est la grande question qui s'oppose sur les territoires. Et puis la troisième question qui était plutôt sur Roubaix. Il y a d'autres projets de fabrique artistique et culturelle. Comment vous travaillez avec elles? Comment vous créez des choses en commun? Et là, je pense qu'on pourra y répondre aussi à la table ronde que tu animes demain soir, qui est à 14h. Non, donc c'est pas demain soir, c'est demain après-midi à 14h. Le soir, on est obligé de rentrer chez nous, tu sais. Ah, mais oui, c'est ça. C'est ça, effectivement. Donc sur ces questions, est-ce que vous voulez dire un mot? Elles sont assez vastes, je reconnais, ou est-ce que vous avez quelque chose que vous n'avez pas pu dire pendant la table ronde que vous voulez jeter maintenant? Moi, je peux répondre aux 2 dernières questions en un point.
C'est comment comment apprendre à davantage coopérer plutôt qu'à être en compétition sur un territoire. J'invite toutes les personnes qui ne vivent pas sur ce territoire à venir faire un stage ici. Puisque moi, je suis arrivé ici il y a 10 ans et c'est la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point dans cette région, les acteurs coopèrent avant d'être en concurrence. Et l'exemple typique, c'est comment la compagnie des tiers-lieux, tout de suite, on se dit faisons le truc ensemble, et ça s'est fait, mais les exemples sont très multiples. Et la coopération avec les acteurs à Roubaix, ça se fait du coup dans ce cadre-là, et je pourrais citer un exemple, c'est l'émergence au couvent des Clarisses de saison 0. Les acteurs qui investissent ce lieu là-bas, c'est le collectif ZERM, qui est un collectif d'architectes qui était chez Parcours 59 juste à côté, avec qui on fait plein de projets. Ils sont venus ici pendant Habitarium, puisqu'ils ont travaillé sur le réemploi dans l'architecture. Ils ont rencontré Yes We Camp, qui faisait quelque chose sur le toit, et du coup, ils ont déposé le projet ensemble pour investir le couvent des Clarisses, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, ça se passe comme ça, je pense, à Roubaix. Alors, rien n'est jamais parfait, mais franchement, moi, je ne suis pas d'ici, et je suis bluffé par la capacité du territoire à coopérer. Bravo. Et alors, est-ce qu'il y a des gens qui dorment ? Est-ce qu'il y a des gens qui dorment au couvent des Clarisses ce soir ? Parce qu'on avait mis sur le site la possibilité de dormir dans... C'est des chambres de moines, c'est ça Oui. Nicolas Détry est dans la page. Okay. Est-ce que tu as bien dormi ? Oui, ok. Super. Bon, est-ce que vous voulez... Moi, je veux bien répondre peut-être à la première sur les termes. Donnons-nous du temps. Je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin... Il faut peut-être aussi accepter le flou au départ d'une expérience, et je pense que c'est l'expérience qui définit. Par exemple, lorsqu'on parlait d'espace intermédiaire, moi je me reconnais assez bien là-dedans, mais je pense que c'est l'expérience qui définit le lieu ou l'espace qu'on traverse. Et ce moment de flou, il est intéressant, et je pense que ça rejoint un truc qui a été dit tout à l'heure par Juliette sur le choix. Je pense que choisir, c'est aussi être conscient de ce qu'on fait, et du coup de se laisser ce temps-là, parce que ce temps, quand on est dans l'éphémère, le temps n'existait pas. On est dans la rapidité de l'exécution, c'est presque de la prestation. Donc je pense que choisir, c'est aussi être en mesure d'être conscient de ce qu'on fait et de se laisser le temps pour définir. Il n'y a pas besoin d'étiqueter dès le départ ce qu'on est. Ok, merci, bravo. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Sur cette même première question, j'ai glané quelques termes comme ça sur ces pratiques. Il y a l'activation de territoire, en fait. Qu'est-ce qu'on vient faire là ? Je pense aussi c'est les résidences de projet que propose Patrick Bouchin quand il vient au travers d'une construction éphémère ou directement sur le lieu public, dans l'espace public, pardon, mobilisé. Alors lui, c'est souvent autour d'une maquette d'un lieu qui vient interroger les habitants. Mais c'est intéressant de réfléchir à la façon dont on nomme son projet. Et il n'y a pas forcément à avoir des débats terminologiques, surtout, je crois aussi. Effectivement. Juliette, tu veux ajouter un mot ? Je suis d'accord avec cette conclusion. Écoute, je voulais vous remercier. Je crois qu'on peut tous s'applaudir et remercier pour ce débat. Alors, juste avant de vous lever, on a travaillé cette nuit sur une petite vidéo parce qu'on a été interrogé plein de tiers-lieux dans toute la région pour savoir comment ils avaient vécu le confinement. Une action qu'on mène en complicité avec la région. Et donc, on a fait un petit teaser et si vous voulez, les sujets, vous pouvez aller les voir plus longuement. Ils sont montés à l'accueil tout à l'heure. Mais Muriel, est-ce qu'on peut passer rapidement la vidéo ? Pour moi, un tiers-lieu, c'est la rencontre, l'équation entre un lieu, un collectif, une démarche. Si tu enlèves un des termes de l'équation, ça ne marche plus. On a proposé la fabrication gratuite de visières. Donc à partir de là, la demande a vraiment été exponentielle. On a produit assez rapidement aussi, en quelques semaines, 650 000 masques destinés à protéger la population, un maximum de gens. J'avais dans l'idée de proposer un plat à 5 €. Ça ne s'est pas fait parce qu'économiquement, ce n'était pas possible et ça me rend vraiment très malheureuse. Dans le développement industriel des visières, il y a eu des institutions qui nous ont aidés, puis d'autres, ça freinait un petit peu. Une maman qui élève seule 4 enfants, qui se retrouve dans un centre commercial, a acheté un ordinateur dans l'urgence à 700 €. C'est quasiment ses revenus du mois. Moi, j'avais vraiment dans l'idée que toute personne puisse se permettre de bien manger, local, bio, des produits de saison. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. On se rend bien compte que ces petites unités de fabrication
très proche des bénéficiaires. C'est très utile parce que c'est agile et ça permet de répondre aux besoins spécifiques. On répond aux besoins locaux et on se répartit sur le territoire. On appelle ça la fabrication distribuée et ça a été très opérationnel et fonctionnel pendant le confinement. L'accès au numérique est un droit, donc l'équipement doit être garanti à tout à chacun. À partir du moment où la région est le chef d'orchestre et qu'elle travaille avec les autres niveaux de décentralisation et que les tiers-lieux sont reconnus comme des partenaires par ces acteurs territoriaux, alors on peut envisager avoir tiré les leçons de la crise du Covid dans ce qui constitue la relation entre les tiers-lieux et les collectivités. Nous, au niveau des visières solidaires du 80, on a fait plus de 5000. Fallait bien absorber, on ne pouvait pas se permettre de laisser les gens crever la dalle, entre guillemets, sur nos territoires. Donc on a fait du don. On est arrivé à un volume final, on était entre 8000 et 8500 visières fabriquées et distribuées sur l'ensemble du territoire. Mais en fait, nous, ce qui était intéressant, c'est d'avoir la rapidité du prototype fonctionnel en discussion avec le CHR jusqu'à l'industriel local. Et ça s'est fait en un mois, quoi. Pour les territoires, c'est aussi vraiment des bases concrètes de néolocalisation, de nouvelles activités non délocalisables qui vont pouvoir se mettre en place sur les territoires. Donc à la machinerie, on a fabriqué 3800 visières. Mais en France, les Fab Labs ont fabriqué des centaines de milliers de visières. Je me dis que si on est tous solidaires les uns les autres, on peut aussi voir les besoins qu'ont chacun autour de soi. Et rien qu'en travaillant sur le local, je pense qu'on peut faire de beaux projets. Bravo. Alors si vous voulez voir les vidéos, certaines d'entre elles sont finies de monter, elles sont dispo à l'accueil. On continue de collecter et de glaner les témoignages de chacun d'entre vous. Donc vous avez vu qu'il y a une carte à l'entrée, vous pouvez inscrire votre lieu, vous pouvez aussi témoigner dans des podcasts. On va récolter un maximum d'informations, de témoignages, que vous soyez de la région ou pas. On est preneurs, donc venez nous voir à l'accueil. Et puis on se voit pour le moment du repas, donc moment convivial. Voilà. Eh ben, oui, alors il faut que vous alliez chercher votre badge. Pardon, on m'a dit. Alors ceux qui ne sont pas inscrits, vous pouvez aller chercher votre badge à l'accueil pour que vous puissiez aussi déjeuner, j'imagine, et avoir un ticket. Voilà. Merci.